le chef du gouvernement français, Paul Reynaud, affolé, téléphone à Churchill. Le front est percé, la route de Paris est ouverte. Les généraux français sont désemparés. Ils n'ont plus les moyens de réagir. Les forces alliées sont engagées en Belgique. Alors comment arrêter l'avance allemande ? À Paris, les autorités tentent de canaliser l'afflux de plus en plus grand des réfugiés. La Belgique et tout le nord de la France se sont déversés sur les collèges, les casernes ou les hôpitaux, très rapidement submergés. Pour eux, le temps des Jeux interdits commence. Les voies ferrées sont coupées. La plupart de ces gens sont venus à pied. Ils doivent repartir avec de nouvelles chaussures. Peu d'informations, des rumeurs angoissées. Il paraît que Gamelin s'est suicidé. Mais non, le commandement français vient de comprendre que les Allemands vont vers la mer et qu'il est tombé dans un piège. Il ordonne des contre-attaques où le colonel de Gaulle va s'illustrer à la tête de ses chars. L'armée française a plus de chars et de meilleure qualité que les panzers allemands. Mais faute de renforts et de soutien aérien, les chars français sont la proie des Stuka. Les combattants français n'ont pas démérité, mais tous répètent « Pourquoi notre aviation ne nous protège pas ?» Les pilotes français, mal commandés, mal employés, se battent courageusement, à 1 contre 3. 1000 aviateurs allemands sont abattus et faits prisonniers. Le gouvernement britannique demande avec insistance à son allié français de lui livrer ses aviateurs pour les mettre en lieu sûr, au Canada, mais sans succès. Terrible imprudence. Ces pilotes allemands seront rendus à la fin des hostilités et reprendront le combat contre l'Angleterre. Les chars allemands foncent à travers les villes et les villages du nord de la France. Les Français tentent, courageusement, de ralentir l'avance allemande. Les Allemands brisent les nids de résistance. Le commandement français ne sait plus où est l'ennemi. Un officier d'état-major, le capitaine Beaufre. Nous recevions des mauvaises nouvelles sans arrêt. Une atmosphère incroyable, une espèce d'usure morale après cette accumulation en 8 jours de nouvelles catastrophiques. C'est aussi la première fois que j'ai vu pleurer un homme. Les Allemands sont sur la Manche. Le coup de faucille a réussi. Le corps expéditionnaire britannique, l'armée belge et les armées françaises sont encerclés. Le roi des Belges capitule avec son armée. Le corps expéditionnaire britannique se replie, sans prévenir, vers les côtes, ce qui achève la décomposition des armées alliées. À Paris, le chef du gouvernement Paul Reynaud révoque Gamelin et se trouve un nouveau sauveur,
le général Weygand, 72 ans, l'un des artisans de la victoire de 1918. Pour rassurer, Reynaud nomme vice-président une autre gloire, le maréchal Pétain, 84 ans, qui pourtant tourne le dos à sa politique. Weygand est obligé, à son tour, d'ordonner le grand repli vers Dunkerque. Hitler laisse faire. Il veut ménager l'Angleterre. Il cherche encore une paix séparée. Et Göring lui affirme que son aviation est capable d'empêcher tout rembarquement. 400 000 hommes désemparés s'entassent avec un dernier espoir de s'échapper par la mer. Churchill ordonne à tous ceux qui flottent d'aller les chercher. Destroyers, dragueurs de mines, chalutiers, remorqueurs, péniches, yachts de plaisance, et même le bateau-pompe de la Tamise. Tous traversent la Manche au secours des assiégés, parmi lesquels les généraux anglais, dont Montgomery. Les Français contiennent les Allemands dans les faubourgs de Dunkerque, au prix de très lourdes pertes. Alors Göring envoie les Stuka de la Luftwaffe et les bombardiers. Le rembarquement réussit pour 215 000 Anglais et 120 000 Français. L'armée anglaise est sauvée, mais dans quel état ? Les Français seront renvoyés en Bretagne pour tenter une dernière résistance. Les Anglais sont dirigés vers des centres de rééquipement. Pour toute l'Angleterre, Dunkerque est un exploit que Churchill relativise. Il dit lucidement, on ne gagne pas des guerres avec des évacuations. Pourtant c'est là, dans ces premiers jours de juin 1940, que naît l'esprit de Dunkerque. L'Angleterre prend conscience de la nature impitoyable de cette guerre et de la puissance mortelle de l'ennemi hitlérien. L'insouciance et l'humour font place à une mobilisation désespérée. Le 4 juin, Churchill, qui lutte aussi contre les défaitistes de son propre camp, a des accents inoubliables. Nous nous battrons sur les plages et sur les aérodromes, dans les champs, dans les rues, dans les collines. Nous ne céderons jamais.